Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Parler c'est facile. Donc comment débloquer les apprenants à l'oral, un défi possible. Donc je me présente, je suis Catherine Maclot, consultante pédagogique FLE aux éditions Eli Publishing. Donc quelques informations de service. Donc je vous rappelle que vous avez la possibilité de sauvegarder ce diaporama à tout moment pendant cette présentation. Il suffit de cliquer sur l'icône en forme de page en bas à gauche de cette diapo qui se trouve donc dans la colonne latérale de votre écran. La vidéo de ce webinaire sera disponible dans quelques jours sur notre chaîne YouTube Eli Multimédia. Et enfin, pour vos questions, j'y reviendrai aussi à la fin, ne vous inquiétez pas, pour vos questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail international@elionline.com. Alors, allons, vous êtes prêts donc eh bien, c'est parti. Donc, comme, disons, ex-collègue professeur de FLE, un petit peu à tous les niveaux, tous les âges, mais surtout en ce qui concerne donc les jeunes adolescents, je suis quand même en mesure d'affirmer que les élèves, surtout justement les jeunes adolescents de 11 à 15 ans environ, donc dans les années, disons, du collège, plus ou moins, en fait, dès le début, sont très enthousiastes d'apprendre le français. Mais en général, donc lorsqu'il s'agit de la compétence orale, de compréhension ou de production, malheureusement, souvent dans les classes, les activités se limitent souvent donc à des questions-réponses, donc une interaction, disons, vraiment de base entre l'enseignant et l'élève. Donc le prof interroge et en général l'élève répond. Mais malheureusement, donc, ce type d'échange ne met pas les apprenants dans une situation de la vie quotidienne. Donc, lors de leurs interventions orales, ils ont souvent des difficultés donc, pour trouver leurs mots en français, des difficultés pour élaborer même les structures les plus simples donc, de la phrase, donc des difficultés en grammaire pour formuler des phrases. Et il arrive souvent aussi, donc, n'ayant pas les outils, bien évidemment, qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer en public. Mon expérience aussi de formatrice, disons, pour les certifications d'ELF et d'ALF, m'ont appris aussi que souvent, parmi les 4 compétences donc, qui sont abordées pendant ces certifications, donc les 2 compétences de compréhension et les 2 compétences de production, en général, les bêtes noires, c'est bien évidemment la compréhension orale d'abord et la production orale ensuite. Il est bien évident que la production orale passe bien entendu au départ par la compréhension de l'oral. Donc, comment pouvoir, comment aider vos élèves à développer donc la compétence de production orale, surtout chez les jeunes adolescents. Donc, dans ce webinaire, disons que ma présentation va se développer principalement sur 2 parties. Une première partie donc où je vais exposer juste un petit peu de théorie. Dans une deuxième partie, la partie peut-être plus intéressante pour beaucoup d'entre vous qui connaissent bien évidemment déjà la théorie, une deuxième partie donc qui vous proposera des stratégies, des techniques, des astuces aussi pour favoriser donc l'interaction et la communication orale de vos élèves en classe. Ensuite, pour terminer donc mes conclusions. Donc, qu'est-ce que la compétence orale? Le terme oral est employé donc pour désigner l'intervention verbale, l'échange de paroles dans différentes situations scolaires.
L'oral est également objet d'enseignement. Et donc, il ne s'agit pas alors d'émettre tout simplement des sons, mais d'organiser ses idées pour participer à la construction du savoir, en répondant aux questions donc, de l'enseignant, en faisant un exposé, donc en réélaborant donc, les connaissances, en un compte-rendu, etc. Donc, diverses activités. Donc, en fait, donc, comme je l'ai déjà plus ou moins dit, en réutilisant donc l'acquis des connaissances. Quels sont les objectifs de l'expression orale en approche communicative? Donc, l'objectif principal est d'évoluer dans la recherche des pratiques pédagogiques sur l'expression orale, d'encourager un travail de collaboration entre les apprenants et les enseignants, développer la capacité à décrire, interpréter et reconstruire des activités d'enseignement, apprentissage de la langue. Et donc, quelles sont les caractéristiques de l'expression orale? Donc, en fait, de quoi se compose cette fameuse donc, expression orale qui est si difficile, si compliquée vraiment à faire acquérir à nos apprenants? Eh bien, tout d'abord, l'expression orale est caractérisée par des idées au départ. Donc, de la structuration, du langage, et puis il y a toute la partie qui reste quand même essentielle, mais qui souvent est oubliée, la partie fondamentale de l'expression orale qui est donc le non-verbal, la voix par exemple, les pauses, le silence, les regards, donc qui font partie de tout ce qui est donc la compétence orale. Donc ici, je dirais, si je pensais demander à la plupart d'entre vous quels sont parmi ces éléments les choses en fait qui manquent le plus souvent. Je pense que moi, je sais quoi répondre, dans le sens où mon expérience m'a enseigné que souvent, ce n'est pas... D'ailleurs, vous en seriez probablement surpris. La plupart du temps, ce n'est pas un manque de connaissances, de grammaire, lexique, disons comment élaborer donc son oral. La plupart du temps, et là je vous parle de tous les âges, parce que mon expérience, même à l'université, m'a appris que souvent en ce qui concerne l'enseignement d'une langue étrangère, donc dans mon cas évidemment du FLE, et bien souvent les étudiants, les élèves, donc nous verrons donc bien entendu aussi les adolescents, parce que là, disons que je fais une petite parenthèse, là, en plus de toutes les difficultés chez les adolescents, il y a aussi la difficulté donc du passage justement de l'adolescence, donc le manque de confiance en soi, la timidité, etc., la peur de se confronter aux autres, l'envie d'être accepté dans le groupe, etc. Donc je disais, mais en général, et même avec des étudiants universitaires, on se rend compte que souvent, il y a un gros problème de manque d'idées, de manque d'imagination. Et surtout, en ce qui concerne donc ici la deuxième partie donc des composants, disons, de la compétence orale, donc le non-verbal, la voix, etc. Bien souvent, tout ça c'est totalement inexistant. Alors là, c'est plutôt chez les jeunes élèves, dans le sens où c'est souvent quand on leur demande de préparer un exposé oral, un compte rendu, proposer à la classe le compte rendu justement d'une recherche, de se présenter, etc. Là, le non-verbal, la voix, les pauses, le silence, utiliser justement son corps pour l'expression orale, c'est
ça n'existe pas parce que le plus souvent, ils répètent par cœur le plus vite possible pour être le plus vite débarrassés tout ce qu'ils doivent raconter, tout ce qu'ils doivent reporter, ramener en classe. Et aussi, bien souvent, quand on leur demande d'aller plus loin, c'est-à-dire d'inventer quelque chose, de continuer une histoire, d'inventer la fin d'un dialogue, par exemple, etc. Là aussi, souvent, on a des réactions vraiment embarrassantes parce que c'est vraiment le silence total. Et dès qu'on veut en fait sortir un petit peu des sentiers battus, leur demander quelque chose qui sort de l'ordinaire, là c'est la panique et donc c'est le silence. Alors reprenons un petit peu dans l'ordre. Alors d'abord les idées. Qu'est-ce que sont ces idées donc en ce qui concerne la compétence orale? Donc ces idées sont des informations, donc quelles qu'elles soient, de l'argumentation donc choisie, des opinions diverses et des sentiments que l'on exprime. Et il faut en fait avoir un objectif clair de ce que l'on veut exprimer. Et il est important donc d'adapter le contenu au destinataire du message selon l'âge, le rôle, le statut social. Une autre partie tout à fait importante qu'il faut faire acquérir aux apprenants en ce qui concerne la compétence orale, et je dirais que mon expérience là aussi m'a appris que le deuxième composant, donc la structuration, est encore plus importante dans une langue étrangère en ce qui concerne donc la compétence orale, encore plus importante que ce qui pourrait être que dans la langue maternelle. Parce que dans votre langue maternelle, il vous est possible de trouver les bons mots, justement, si vous ne trouvez pas une façon de dire une chose, vous en trouvez une autre. On a plus de lexique, on a plus de compétences en grammaire, etc. Là, je vous parle évidemment des niveaux débutants. Alors que dans l'apprentissage d'une deuxième langue, souvent, si on n'a pas bien préparé, si on n'a pas bien structuré son intervention, on va se perdre parce que on n'a pas les outils donc pour improviser. Voilà, l'improvisation est beaucoup plus difficile. Alors, les idées, comme on l'a dit, la structuration, donc, qu'est-ce que c'est la structuration? C'est la manière dont on présente ses idées. Les idées vont donc s'enchaîner, il faut qu'elles s'enchaînent de manière logique avec des transitions bien choisies pour que ça soit bien compréhensible. Alors on peut bien évidemment d'abord préciser ce dont on va parler et pourquoi. Ensuite, illustrer ces idées avec des exemples concrets, des notes d'humour, une expérience personnelle. Et on terminera donc de façon claire et brève. Alors, je dois dire que, là aussi, une petite parenthèse, c'est une manière de s'exprimer à l'oral et d'autant plus à l'écrit, enfin encore plus à l'écrit. C'est une manière donc de s'exprimer tout à fait, qui est propre de la culture française, disons. Justement, de s'organiser en faisant un plan. Donc, c'est vraiment quelque chose que souvent il faut faire découvrir aux apprenants du FLE, parce que c'est vraiment quelque chose qui caractérise notre culture, notre façon de nous exprimer à l'écrit comme à l'oral. Voilà, donc, et bien ensuite du langage, donc de la correction linguistique et de l'adéquation socioculturelle, donc dans une communication courante. Donc l'important est de se faire comprendre, bien évidemment, et d'exprimer ce que l'on a réellement l'intention de dire, plutôt que de produire au détriment de la communication des énoncés neutres,
mais parfait. Un mot qui manque peut être demandé à l'interlocuteur, donc dans ce cas-là au prof, etc., qui sera bien évidemment ravi de vous le donner. Alors, en ce qui concerne la deuxième partie, donc le non-verbal, eh ben, ce sont les gestes, les sourires, les signes divers. On se fera mieux comprendre en étant détendu, souriant et décontracté, en illustrant ce que l'on dit avec des gestes naturellement adaptés. Et donc, la communication sera beaucoup plus agréable pour tous. Ensuite, de la voix. Donc, la voix, c'est bien évidemment le volume de la voix. Donc, parler de manière à ce que tout le monde puisse entendre, en articulant, en ayant un certain débit, en ne parlant pas ni trop vite ni trop lentement, de l'intonation. Le volume donc doit être bien évidemment adapté à la distance. Et en français, vos apprenants devront plus soigner leur articulation et le débit. Et l'intonation doit être expressive et significative. Alors, des pauses aussi. La communication orale est faite de pauses, de silence et de regard. En effet, c'est par le regard, par exemple, que l'on pourra vérifier si l'on a été bien compris. Si les auditeurs sont attentifs, s'ils sont fatigués, enfin, les regards sont importants. Les pauses et les silences aussi sont significatifs. Il est important d'apprendre à vos élèves aussi à en user. Car c'est une manière, il n'y a rien de mal à faire des pauses, il n'y a rien de mal à avoir des moments de silence qui nous permettent, nous interlocuteurs, donc nous intervenants, disons, de réfléchir, de bien poser sa voix, de bien reprendre le discours, etc. Donc, bien évidemment, il est évident que tous ces éléments qui font partie donc de la compétence orale en ce qui concerne l'apprentissage d'une langue étrangère, ce sont aussi des compétences qui pourront être réutilisées dans tous les domaines, car bien dans la vie de tous les jours, comme moi là en ce moment, ce sont des compétences qui seront utiles par la suite dans tout genre de parcours professionnel, universitaire ou autre. Et donc, c'est des choses qui sont vraiment très utiles à apprendre, très utiles à savoir. Alors, donc, quelle est la démarche pédagogique pour arriver à tout ça? Donc, dans un parcours d'apprentissage évidemment scolaire surtout, donc relier l'expression orale au dialogue, exploité donc souvent dans la compréhension orale, souvent en fait dans les méthodes de FLE, les unités d'apprentissage démarrent en général par un dialogue, donc qu'il faut d'abord comprendre, puisque l'objectif sera donc d'aider les apprenants à réemployer le lexique et les structures apprises grâce à ce dialogue dans justement d'autres activités de réemploi, d'assimilation, etc. Développer donc, ça c'est à mon avis tout à fait essentiel, développer l'imagination et la créativité des apprenants. Alors, les stratégies avec des grands groupes, parce que souvent on a quand même affaire à des classes assez nombreuses, bon, ça dépend des contextes d'enseignement, mais enfin il arrive d'avoir des grands groupes. Quand je parle de grands groupes, évidemment je parle déjà de groupes qui vont au-delà des 10-15 personnes, donc il est important en fait de créer des sous-groupes de manière à développer l'autonomie des apprenants, développer les capacités à apprendre
transférer la responsabilité de l'apprentissage donc aux apprenants directement, impliquer donc l'apprenant dans son parcours d'apprentissage, développer le style cognitif des apprenants et les stratégies d'apprentissage. Alors, passons maintenant à la pratique, donc à nos activités de classe. Et commençons donc par une première activité, donc assez classique en ce qui concerne l'enseignement de la langue étrangère, donc les jeux de rôle. Les jeux de rôle sont en fait de courtes mises en scène où l'élève se met dans la peau d'un personnage. Ces activités d'expression axées sur l'interprétation de textes par le jeu peuvent prendre entre autres la forme d'un mime, d'un tableau vivant ou d'un sketch. Et en exploitant judicieusement les jeux de rôle, on peut faire découvrir aux élèves leur patrimoine culturel et leur apprendre celui des autres. Les jeux de rôle donc mettent les élèves dans une situation spécifique et donc on demande aux élèves d'endosser un rôle et c'est souvent un exercice pour les élèves amusant et motivant. Alors ici donc pour habituer, il est aussi donc important d'habituer en général les élèves à une communication authentique et donc les jeux de rôle permettent de créer des situations donc vraisemblables, proches de la vie de tous les jours des élèves. Les auteurs, donc ici je vais souvent à partir de maintenant je vais prendre comme exemple des activités que j'ai tirées que j'ai extrapolé donc de la méthode Facile Plus de chez Eli Publishing. Donc les auteurs de Facile Plus ont conçu des activités d'interaction dans lesquelles les élèves participent à des jeux de rôle structurés où l'élève A ne connaît pas les réponses de l'élève B. Il travaille donc sur un document, enfin une base d'activité. Ils travaillent séparément. Donc ici, vous voyez, on a donc les deux documents que donc le premier ici, les jeux de rôle, donc parler, exercice 4 par 2, l'élève A, donc on a l'activité de l'élève A, et ensuite, dans l'autre encadré, on a le document que va avoir l'autre élève, c'est-à-dire que le deuxième apprenant ne sait pas en fait quelle question l'élève, reprenons du début, l'élève A donc pose des questions à l'élève B pour compléter sa fiche et l'élève B va donc à une autre page et répond. Il pose à son tour donc des questions et complète sa fiche. Donc en fait, c'est un petit peu, comment dire, une façon, un jeu d'improvisation. Voilà. Ensuite, les dialogues. Alors, les activités d'expression orale passent donc très souvent à travers les dialogues. Donc ici, je vous propose une activité qui en fait dans la méthode Facile Plus est une tâche finale, donc une activité finale en fin de parcours d'apprentissage, qui en général, ces activités en général dans la méthode sont soulignées par le titre « C'est ton tour ». Donc ici par exemple par 2, on demande aux apprenants donc en binôme d'imaginer et de jouer donc un dialogue. Ce sont, comme je vous l'ai déjà ce sont des tâches finales qui servent pour donc
l'activité est de base et le dialogue, la formulation d'un dialogue, imaginer donc et mettre en scène un dialogue, mais ces tâches sont des tâches de réemploi et d'assimilation donc des acquis de l'unité d'apprentissage. Donc les élèves ont plusieurs possibilités en ce qui concerne les dialogues en général. Ils peuvent donc, dans ce cas-là où le dialogue est associé à l'activité donc de réemploi à la tâche finale, souvent donc dans les méthodes, les dialogues sont souvent enregistrés, donc on peut les écouter donc et exercer des activités de compréhension orale et s'en inspirer ensuite pour créer des dialogues donc dans le même contexte. Que peut-on faire sinon avec les dialogues? Remettre dans l'ordre par exemple les parties de dialogue découpées et pour travailler donc la composition des dialogues, compléter des dialogues, donc des exercices à trous, reconstruire des dialogues à partir de différentes options. Donc, choisir la bonne réplique à une phrase, d'un dialogue posé parmi les 3 répliques proposées, et construire, comme ici par exemple, des dialogues à partir d'indications données, ou tout simplement créer des dialogues en partant donc de zéro. Alors, une autre activité qui peut motiver, aider vos apprenants à se débloquer à l'oral, donc une autre activité, en fait, c'est l'activité du théâtre. Donc ici, j'ai appelé ma diapo, je lui ai mis le titre « Tous en scène » parce que donc les auteurs de Facile Plus vous donnent la possibilité d'avoir recours à des ressources donc de théâtre, surtout de comédie musicale, vraiment avec des outils. C'est vraiment une activité clé en main. On vous donne tous les outils pour mettre en scène une petite comédie musicale avec vos apprenants à tous les niveaux, même à partir du niveau 1, donc du niveau vraiment débutant A1. Donc vos élèves vont devenir acteurs dans une comédie musicale. Donc, l'activité démarre à partir donc des chansons qui sont proposées. Ici, je vous en propose, enfin, je ne vous la fais pas écouter, mais je vous propose cette chanson. En ce qui concerne cette activité, cette mise en scène, on va nous en proposer 3. Des chansons, des mises en scène, des dialogues, etc. Car à travers ce genre d'activité, les chercheurs, enfin les experts en la matière, les experts dans l'enseignement, tels que Monsieur Asher, James Asher, donc on apprend que l'apprentissage devient stable et sur le long terme uniquement lorsqu'il implique toute la personne. Car le professeur Asher nous dit que c'est avec son corps tout entier que l'élève apprend et entretient sa mémoire pour le long terme. Il a été démontré que l'on apprend avec des exercices certes classiques, mais aussi avec des chansons, des jeux et toutes sortes d'activités qui mettent le corps en jeu. Et les activités théâtrales en particulier atténuent ce que Stephen Krashen, donc un autre expert de l'apprentissage, de l'enseignement des langues étrangères, ce que Monsieur Krashen donc appelle le filtre affectif, qui peut parfois donc bloquer l'apprentissage et permettent, donc les activités théâtrales permettent une réalisation personnelle dans l'apprentissage. Il faut aussi rappeler que chaque personne a des moyens qui lui sont propres pour faire les expériences et pour déclencher le processus d'apprentissage. De ce fait,
tous les canaux doivent être exploités pour activer le plus grand nombre de zones cérébrales au service de l'apprentissage. Alors, pourquoi proposer une comédie musicale aux élèves? Tout d'abord pour faire participer toute la classe, pour améliorer les rapports entre les professeurs et les élèves. Ce sont des activités motivantes, amusantes, etc. Pour améliorer les rapports entre les élèves, pour faire découvrir une nouvelle méthode d'apprentissage des langues, pour découvrir le plaisir d'apprendre et pour préparer par exemple un spectacle de fin d'année à présenter à toute son école. Présenter, donc c'est en fait un projet de classe. Donc dans la méthode Facile Plus, on a vraiment, on est guidé pas à pas. Donc pour mettre en place ce projet, l'organiser, le préparer, etc. Donner, donc là aussi il est important de donner à chacun son rôle selon les compétences de chacun, selon ce que chacun a envie donc de faire ou de ne pas faire, etc. Et donc comme je vous disais, c'est un spectacle qui peut être présenté même à toute l'école, aux parents en fin d'année. Si, bien évidemment, vous travaillez dans un contexte scolaire. Alors, une autre activité d'expression orale intéressante, parce qu'en général, c'est une activité que les apprenants, surtout les jeunes adolescents, aiment beaucoup. Donc, c'est l'entretien avec un personnage. Donc l'entretien avec un personnage est une courte activité d'expression où l'élève incarne lui-même un personnage et répond à des questions posées par ses camarades. Cette activité se fait à la suite de la lecture de textes mettant en scène des personnages divers, par exemple récits, biographies, même bande dessinée par exemple, textes littéraires, études sociales. Bon, ça dépend bien évidemment du niveau de vos élèves. Et l'entretien avec un personnage permet à l'élève de démontrer sa compréhension du texte en établissant des liens avec les différents aspects du personnage et les événements de son histoire. Alors, comment organiser cette activité? D'abord, il y a bien évidemment la partie de préparation. Donc, sélectionner des textes mettant en scène divers personnages à étudier, par exemple. Ça peut se faire à la maison, ça peut se faire en classe, toujours selon le niveau de vos apprenants. Choisir l'un des modes de regroupement tels que un élève interviewé et un élève intervieweur, plusieurs élèves, un élève interviewé et plusieurs élèves intervieweurs, etc. Comment se déroule cette activité? Eh bien, vous invitez vos élèves à choisir un ou plusieurs textes mettant en scène les personnages qui désirent incarner ou interviewer. Expliquez aux élèves ce que l'on attend d'eux en modelant le rôle de l'interviewé et de l'intervieweur et en leur présentant donc la feuille de route. Remettre aux élèves la feuille de route et les inviter à préparer leurs interventions. Alors ici, dans cette diapo, je vous ai proposé donc une double page du livre 3 de la collection Facile Plus, donc une double page qui fait partie donc des rubriques Regard sur, ce sont des rubriques surtout de culture et civilisation. Dans ce cas-là, donc on a justement la présentation de plusieurs personnages historiques, littéraires, etc., tels que Victor Hugo, Napoléon Ier, Louis Pasteur, etc. Donc, grâce à ce choix de documents, à cette sélection de documents, vous pourrez déjà donc faire ce genre d'activité en classe et organiser donc l'entretien avec un
personnage. Vous pouvez aussi utiliser ces documents pour faire en sorte de, par exemple, une activité que les apprenants aiment aussi beaucoup, c'est deviner le personnage, donc faire poser des questions aux participants et faire répondre à l'interviewé jusqu'à ce que donc les élèves devinent de quel personnage il s'agit. Passons à une autre activité intéressante en ce qui concerne donc la production orale. Ce sont donc ici je vais vous parler donc du débat, du débat argumenté. Alors quels sont les objectifs du débat? Les objectifs, bien évidemment, c'est de s'exprimer oralement, prendre la parole en public pour verbaliser les réflexions et prendre en considération la parole des autres, construire une opinion opposée, savoir défendre son opinion en utilisant des arguments, écouter et respecter les autres et sensibiliser à la vie du citoyen. Alors, en ayant donc relu les différents objectifs du débat, vous vous serez rendu compte que la plupart de ces éléments peuvent bien sûr s'appliquer aussi à l'enseignement d'autres matières, l'enseignement d'autres compétences. Enfin, c'est quelque chose qui peut s'appliquer dans beaucoup de domaines. Donc, le débat argumenté permet tout cela. Alors, il est bien évident que selon les niveaux, et bien évidemment, on va partir souvent du niveau débutant, donc ce n'est pas une activité qui peut vraiment se faire à un niveau débutant complet, mais c'est une activité qui peut très bien s'organiser dès un début de A2, avant même l'acquisition d'un A2 complet, bien évidemment avec, comme nous allons voir maintenant, avec une bonne préparation. On peut affronter donc un débat en classe. Alors, comment construire un débat argumenté en classe? Donc d'abord, choisir un sujet qui provoque l'intérêt des apprenants. Alors là, on peut le choisir en classe, évidemment, avec les élèves. C'est plus intéressant parce qu'en général, ils aiment mieux parler de ce qui leur est plus proche. Je vous donne un exemple, utiliser ou pas les téléphones portables en classe. Je pense que ça va beaucoup les intéresser. Les jeux vidéo, est-ce que c'est une chose positive ou négative, etc. Définir avec les élèves les modalités de travail, effectuer une recherche ciblée, choisir des documents de toute nature, faire le tri des informations et en assurer l'exploitation. Alors, c'est cette partie qui, bien évidemment, va être essentielle, la partie donc de préparation, la recherche de documents, la recherche d'informations, la réélaboration dans le cas, justement, des élèves pas totalement débutants, mais assez débutants. Il faut leur donner des outils pour pouvoir s'exprimer. Des outils, donc des informations, les aider à faire le tri des informations qu'ils ont trouvées, les aider à les réélaborer, etc. Alors, en ce qui concerne le débat argumenté, un outil très très utile pour l'élaboration de cette activité, c'est la carte mentale de conversation. Alors, qu'est-ce qu'une carte mentale de conversation? C'est une carte mentale ou carte heuristique, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Donc, c'est un outil visuel bien connu qui sert à organiser des idées en les présentant de manière schématique. Comment exploiter cet outil? Alors,
évidemment, dans le cas du débat, on va recueillir donc beaucoup d'informations, on va recueillir du lexique, on va recueillir des expressions, etc. La carte mentale de conversation, donc si il est important d'enseigner à vos élèves comment l'utiliser, dans le sens où ils vont recueillir les informations, recueillir le nouveau lexique et grâce à des amorces de phrases que vous allez leur donner, ils vont construire leur carte mentale pour organiser leur discours et reporter les informations qu'ils ont recueillies, qu'ils ont triées, qu'ils ont réélaborées avec vous. Alors, la méthode facile plus vous donne des listes de lexique actif, parce que on a la phonétique des mots, etc. Ce sont des listes qui peuvent être très utiles en sélectionnant donc ce dont on a besoin pour créer notre carte mentale. Et donc, cette carte mentale, nous allons y revenir, va permettre à vos apprenants d'organiser leur discours oral en ayant un plan, entre guillemets, visuel de leur présentation. Alors, cette carte mentale, évidemment, ne doit pas reporter toutes les informations que l'on a à reporter à l'oral, mais ça va être un fil conducteur pour ne pas se perdre que l'apprenant ne se perde pas dans son discours oral. Alors, quelques conseils, on va voir. Je reviens en arrière, j'ai été trop vite. Quelques conseils donc pour que votre travail avec une carte mentale de conversation soit plus efficace. Alors, il faut bien évidemment laisser une marge de liberté à vos apprenants. Une fois qu'ils ont compris comment on construit une carte mentale, laissez-les faire. Évitez à tout prix de critiquer les opinions des apprenants. Chaque réponse devra être respectée. Et si un apprenant veut s'exprimer librement, laissez-le faire. Voilà. Laissez les apprenants commencer par les mots avec lesquels ils sont plus à l'aise. Et surtout, soyez toujours positifs quand vos apprenants prennent la parole. Au niveau A1 ou A2, ils ont vraiment besoin d'être encouragés. Adoptez cet outil à votre groupe. Vous pouvez bien évidemment ajouter des documents authentiques tels que vidéos, articles de presse, dessins satiriques. Donc, tout ça, ça constituera donc un document. Ça pourra être un document déclencheur ou de bilan de la présentation. Alors, en ce qui concerne la liste de mots que vous allez créer, que vous allez fournir à vos apprenants donc, pour créer leur carte mentale, à un niveau plus avancé, il est bien évident que vous pouvez renoncer à donner une liste de lexique à vos élèves, mais il est important que pour créer la carte mentale, mais donc ensuite pour utiliser la carte mentale de conversation pour un débat argumenté, il est bien évident que pour cela, on a besoin d'un répertoire de lexique important. Donc,
à mon avis, c'est utile, même pour apprendre du nouveau lexique, assimiler ce qu'on a déjà appris, mais aussi pour élargir un petit peu ses horizons. La liste est importante à mon avis. Quels sont les avantages de la carte mentale de conversation? Donc, pour résumer, c'est un outil qui favorise la production orale, comme nous l'avons vu, parce que son aspect visuel élimine la nécessité d'analyser de longues phrases avec de nouveaux mots. Donc, l'apprenant a devant ses yeux quelques mots-clés et quelques amorces, c'est tout. De plus, cette méthode, grâce à sa simplicité, est tout à fait motivante. L'apprenant n'a pas peur de tomber sur des éléments linguistiques qui dépassent ses compétences. Il peut se sentir à l'aise grâce au choix libre des idées clés. L'apprenant choisit ce qui, pour lui, est le plus parlant et le plus facile. C'est lui qui élabore sa carte mentale de conversation. C'est lui qui choisit quoi y mettre. C'est lui qui choisit comment le mettre et quels mots utiliser, quelles amorces de discours choisir. Donc, comme je l'ai déjà dit, ils apprennent de nouveaux mots. Et pour apprendre de nouveaux mots, il faut aussi, bien évidemment, les utiliser. Et c'est les réutiliser, les utiliser une première fois. Et donc, c'est une très, très bonne manière pour faire tout ça. De plus, la carte donne des idées. Donc, je reviens au discours du début. Souvent, les élèves à tout âge manquent d'imagination, ont peur de s'exprimer dans une langue étrangère, donc ils ont peur d'inventer, ils ont peur de créer des choses. Donc la carte donne des idées et c'est un travail, c'est une forme de travail, comment dire, tout à fait originale et innovante. Qui peut vraiment être appliqué à tout genre à toutes les thématiques en fait, toutes les thématiques. Il suffit donc que les apprenants aient une base sur laquelle s'appuyer, à partir de laquelle préparer donc leur carte, enfin leur discours. Alors la deuxième étape du débat, c'est donc le débat en soi, c'est-à-dire donc les élèves vont débattre en autonomie. Alors, il est bien évident qu'il faut distribuer des rôles, donc introniser un président de la séance, les intervenants, décider quels sont les intervenants, un régulateur, modérateur, un secrétaire, un observateur, le public. En général, bon, la forme du débat, c'est assez classique, c'est-à-dire que c'est deux groupes qui s'opposent, ou même deux personnes. Ça peut se faire en binôme, ou en général, les apprenants, surtout les adolescents, préfèrent faire ça en petits groupes. Alors, il est bien évident que les règles du débat doivent être clairement expliquées et doivent être respectées pendant l'activité. Comment exploiter donc cette activité? Donc la troisième étape, c'est en fait de revenir donc sur les interprétations erronées, les jugements exprimés, du point de vue de la langue évidemment, donner une suite au travail en classe, par exemple créer un tableau pour ou contre, écrire un article, créer un cahier de débat, etc. Alors le tableau du pour ou contre, c'est aussi comment dire, une activité qui peut être proposée avant la préparation du débat, c'est-à-dire que sorte de remue-ménage, une activité de remue-ménage. Donc sur la thématique choisie, sur le sujet choisi du débat, vous pouvez au tableau ou sur la lime, en deux colonnes, le pour et le contre. Donc commencez déjà de demander aux élèves
Alors, quelles sont les idées pour, quelles sont les idées contre, etc., etc. Ça peut être amusant déjà de partir de là pour aller donc faire la recherche de documents, etc., etc. Alors, mes conclusions. Pour conclure donc, soulignons donc encore une fois que la conversation dans une classe de langue est autre chose qu'une conversation ordinaire. Elle a une finalité didactique. Il y a un interactant expert, donc le professeur, et des interactants apprenants. Elle fait partie donc d'une action didactique planifiée. Ceci a à la fois un atout et un inconvénient pour l'acquisition de la compétence communicative. Donc atout parce qu'il existe un expert qui constamment prend en charge donc de fournir un étayage compétent aux apprenants. Des inconvénients bien évidemment parce que la conversation dans ce cadre institutionnel offre peu de possibilités aux apprenants pour influencer la circulation de la parole et le contenu de la conversation. Cependant, comme nous l'avons vu dans les activités examinées, il existe des moments où la structure donc assez rigide de questions-réponses est assouplie et où les apprenants assument un statut d'interactant plus proche de celui qui est présent dans une conversation ordinaire. Donc, grâce aux activités que je vous ai proposées, et donc activités qui surtout permettent de s'exprimer donc sur des thématiques non seulement qui sont plus proches des adolescents eux-mêmes, mais surtout plus proches de situations réelles, de situations authentiques. Et donc ça permet de s'exprimer sur des thématiques, s'exprimer de manière à se rapprocher le plus possible d'une conversation ordinaire. Une autre réflexion que je voulais partager avec vous, les outils que j'ai proposés dans ce webinaire, tels que la carte mentale de conversation, tels que le débat, la recherche pour créer un débat, etc. Ce sont des activités qui permettent aussi de créer une communication orale, entre guillemets, plus spontanée, plus naturelle. Pas du répété, du par cœur, etc. Ça, c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est de donner, à travers ces activités, de donner aux apprenants des outils qui leur permettent de ne pas, de ne pas penser pouvoir s'exprimer comme ils s'exprimeraient dans leur langue maternelle. Il faut leur donner des outils simples qui leur permettent de s'exprimer à l'oral. D'ailleurs, à l'écrit, c'est la même chose, mais à l'écrit, c'est peut-être un peu plus facile. Mais disons que à l'oral, il faut qu'ils aient des outils pour s'exprimer dans une langue étrangère simplement, mais simplement, mais clairement. Sans se soucier de devoir chercher leurs mots, leur structure, etc. Je répète souvent dans mes cours de formation pour le DELF, faites des phrases simples, utilisez un lexique simple. Si vous ne connaissez pas un mot, cherchez-en un autre, faites une comparaison, etc., etc. Voilà, donc pour moi, cette présentation donc est conclue. Donc, je voudrais en fin d'intervention vous rappeler donc que pour être toujours informé et recevoir les communications sur nos initiatives de formation, webinaires, journées de formation en présentiel, donc pour cela, je vous invite à vous inscrire sur le site www.elionline.com. Mais donc pour accéder aussi
aux ressources et qui sont donc sur notre site. Il y a de nombreuses ressources qui sont là pour vous. Je vous invite aussi à vous inscrire ou à nous suivre sur les réseaux sociaux, par exemple sur notre page Facebook, donc @EliPublishing. Et comme je vous l'ai déjà annoncé en début de présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez-nous donc à l'adresse mail suivante que vous voyez sur ce diaporama, international@elionline.com. Voilà, pour moi, je vous remercie donc de votre attention et je vous souhaite bon fleu. Merci.